Bonjour à toutes et à tous. Il y a tout juste 4 semaines, plus de 200 millions de citoyens européens participaient aux élections européennes. La nouvelle Commission et le nouveau Parlement trouveront-ils des solutions pour faire face à la grave crise qui secoue l'Union européenne depuis plusieurs années ? De leur côté, les évêques de l'Eurégio, qui regroupent 9 diocèses luxembourgeois, belges, français et allemands, ont pointé 6 défis à relever pour remettre le projet européen sur les rails. Aujourd'hui, nous vous proposons de parler non pas de l'avenir, mais du présent de l'Europe. Pour parler de l'Europe, j'ai le plaisir de recevoir 2 invités aujourd'hui. François-Régis Babinet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes fonctionnaire européen et le père Christian Sauva, bonjour. Bonjour. Vous êtes aumônier de la Chapelle pour l'Europe dans le quartier européen. Alors, une première question à tous les deux. François-Régis Babinet, vous connaissez évidemment bien de l'intérieur le fonctionnement des institutions européennes. En quoi, selon vous, l'Europe est-elle en crise aujourd'hui ? Alors, je vais vous décevoir, je ne dirais pas que l'Europe est en crise. En tous les cas, la nécessité politique de l'Union européenne, elle n'a jamais été aussi soutenue et forte dans l'Union européenne. On a un peu tendance à toujours dire que l'Europe est en crise. J'ai lu l'autre jour, j'étais dans un café, je voyais des journaux avant les élections européennes qui annonçaient une abstention en hausse, la crise de la participation, etc. Finalement, plus 8 points, un regain d'intérêt des citoyens européens pour l'Union européenne. On a un peu tendance à toujours penser que l'Europe est en crise. En revanche, l'Europe est face à des défis très importants. Et si elle ne les relève pas, ces défis migratoires, environnementaux, j'imagine qu'on en parlera, là, elle pourrait être en crise. Mais en tous les cas, je crois qu'on est vraiment à un moment où l'Europe est soutenue beaucoup plus fortement par les citoyens européens, et beaucoup d'eurobaromètres, de sondages le montrent, qu'elle ne l'a jamais été. Bien, merci pour cette première présentation du paysage européen actuel. Père Christian Sauva, vous êtes ici, vous avez une place particulière par rapport à l'Europe parce que vous êtes aumônier de la Chapelle pour l'Europe. Qu'est-ce que la Chapelle pour l'Europe? Quel est le projet de cette chapelle? Le projet de la Chapelle, c'est la présence chrétienne écuménique au milieu du quartier européen. On est juste entre le Parlement européen et la Commission européenne. Alors, c'est le lieu excellent et pour prier et célébrer, mais pas seulement. C'est aussi le lieu pour réfléchir, pour dialoguer, pour le partage. C'est un espace, je dirais, unique pour chercher l'unité dans la diversité des gens, de cultures, de peuples qui viennent à la chapelle, mais aussi pour montrer que les chrétiens, ils sont le partenaire, ils ont quelque chose à dire dans la société civile d'aujourd'hui. Et voilà, notre public premier, ce sont les fonctionnaires européens. Le président d'honneur de la Chapelle, c'est M. Herman Van Rompuy. Mais il y a de plus en plus les gens de Bruxelles qui viennent, parce qu'on fait de plus en plus aussi, pas seulement écuménique, mais les événements interreligieux. C'est une nécessité dans cette société multiculturelle ou multiconfessionnelle de Bruxelles aussi de se rencontrer, de réfléchir ensemble comment on peut continuer ensemble en paix. Bien voilà, donc aussi une mission très importante, l'aspect spirituel en quelque sorte de l'Europe. Alors je vous propose maintenant de faire un tour justement au Parlement européen à Bruxelles. On ne va pas y rencontrer des députés européens, mais découvrir les activités du Parlement européen des jeunes. Alors, ce Parlement propose en fait à des élèves de mener des débats et d'adopter des résolutions comme les députés. Regardez, c'est un reportage d'André Bossuroy. Mijn naam is Janne van Hemmens, ik ben 21 en ik studeer bedrijfscommunicatie in Leuven. Ik ben al 5 jaar lid van het Europees Jongerenparlement en ik ben ook sinds 1 jaar vicepresident en alumni-coördinator in de nationale stuurgroep. What measures should the EU take in order to avoid or reduce illegal migration in an efficient way while safeguarding respect for human rights? Dear Mrs. President, members of the board and fellow delegates, the European Youth Parliament stresses the need for the EU
to develop cooperation with third countries to their full potential to maximize local economic development, which would encourage potential migrants not to leave their home countries. We hebben bijvoorbeeld vanmiddag een debat gehad over migratie. Dat is een zeer controversieel onderwerp. En het is een heel intens debat. Ook veel onderzoek nodig om hierover te discussiëren en tot een compromis te komen. En daarom is het ook heel interessant voor deze jongeren om hier aan mee te doen. Om te zien dat er ook andere invalshoeken zijn. Which of these should be subsidized, which ones not? You see, do you just want to give them money, which will probably cost more than just taking care of illegal immigrants, we suppose? Chaque école commence par lire la résolution. Après que la résolution a été lue par les autres délégués, nous devrons attaquer la motion qui vient d'être lue. Is it quite alright to give money to actually corrupt governments? Isn't that just waste of money? L'assemblée plénière est guidée par le membre du bord. Et à la fin, nous allons voter pour savoir si la résolution a été adoptée ou non adoptée. Une autre partie de notre résolution consistait à hausser la peine des trafiquants pour que ce soit plus dur, plus fort. Parce que les trafiquants de drogue, par exemple, ont des peines plus lourdes que les trafiquants d'humains, alors que c'est pas normal. Il y a aussi un grand problème, c'est le logement des migrants une fois qu'ils sont dans le pays. Souvent, ils sont dans des conditions déplorables. Donc nous, ce que nous voulons, c'est un investissement dans des logements corrects. Voilà en quoi consistait notre résolution. Et elle a été acceptée par le Parlement. La première chose qu'ils ont proposée, c'est de résoudre le problème à la base, c'est-à-dire d'aller aider les pays pauvres en investissant en eux pour qu'il n'y ait plus de migration. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça n'a jamais été vraiment tenté. On a toujours un peu donné de l'argent, mais pas investi en eux. Et je pense que ce serait vraiment une bonne solution pour résoudre la migration. On pense vraiment que l'éducation, c'est vraiment quelque chose d'important pour combattre la xénophobie, puisque c'est à l'école qu'on peut apprendre aux jeunes, les citoyens de demain, à mieux comprendre le sujet et peut-être à se donner son propre avis là-dessus. Voilà, François-Régis Babinet, on vient de le voir dans ce reportage. Donc tout de suite, on entre dans le vif du sujet avec le thème de l'immigration, qui est un des 6 défis pour l'Europe relevés par les évêques de l'Eurégio. Mais avant d'aborder cette question d'immigration, que vous inspirent ces activités du Parlement européen des jeunes ? C'est une joie de voir des jeunes aussi motivés, aussi déterminés et aussi intéressés et très professionnels déjà. Moi, ce que j'entends là, ce n'est pas très différent et très lointain de ce qu'on entend au Parlement européen au quotidien. Après, moi, c'est vrai que j'ai toujours, dans ces initiatives démocratiques des jeunes, toujours une petite déception, c'est que je les trouve justement très professionnels. Et les Parlements européens des jeunes, moi, j'attendrais un peu plus peut-être même de folie, des idées qui sortent plus du cadre, qui bousculent les schémas, parce que l'Union européenne a besoin aussi d'idées qui cassent un petit peu les schémas tout établis, et donc un peu plus de folie créative. Mais finalement, au fond, je trouve que c'est super, et pour les suivre régulièrement, à chaque fois, c'est des moments très très intéressants. Alors, je vais citer justement les évêques de l'Eurégio qui disent qu'il faut accueillir dignement les migrants et gérer l'urgence de leur situation. Est-ce que pour vous, François-Régis Babinet, il existe aujourd'hui une véritable politique migratoire en Europe ? Non. Non, pour moi, il n'existe pas aujourd'hui de véritable politique migratoire. Il existe un certain nombre de mesures prises, par exemple, il y a une politique de l'asile pour les réfugiés, ça c'est très clair. Il y a une politique pour les visas, pour les séjours courts de moins de 3 mois. Il y a une directive ici ou là sur la carte bleue européenne pour attirer des profils qualifiés, mais il n'y a pas de politique migratoire européenne coordonnée. La raison, parce que les États membres n'en veulent pas. Les États membres ne se mettent pas d'accord là-dessus. Donc on a des intérêts très divergents entre les Italiens, par exemple, qui demandent plus de solidarité européenne, les Hongrois qui pourtant politiquement sont leurs alliés, mais qui n'en veulent pas de cette solidarité européenne, la Commission qui essaie de proposer une clé de répartition, donc chaque État membre devrait
accueillir un certain nombre de migrants, mais la plupart des États membres n'en veulent pas. Aujourd'hui, elle n'existe pas. Elle est devant nous. La prise de conscience arrive, mais en tous les cas, les initiatives des institutions européennes ne sont pas encore prises à bras-le-corps par les États membres, ce qui est un peu dommage. Mais on espère bien que là, le prochain mandat du Parlement européen va pouvoir débloquer les choses. Alors, Père Sauva, les évêques de l'Eurégio écrivent que pour résoudre leurs problèmes, les pays de l'Union européenne doivent rester ouverts au dialogue les uns avec les autres dans leur grande diversité. Alors en fait, vous avez deux nationalités, polonaise et allemande, donc en quelque sorte, vous êtes bien placés. Est-ce que vous pensez qu'ici en Europe de l'Ouest, on n'écoute peut-être pas suffisamment les Européens de l'Est ? La réponse à la question comment on peut mettre dans l'Europe les chrétiens de l'Est et les chrétiens de l'Ouest, ou les Européens de l'Est et les Européens de l'Ouest ensemble, je crois qu'il vaut au moins le prix Nobel de la paix. Et je crois, et en parlant à la Chapelle pour l'Europe avec les uns et les autres, et je vois que les chrétiens de l'Ouest, ils écoutent, ils sont à l'écoute. Alors je dirais oui. Et ils disent que écouter, ce n'est pas toujours d'être d'accord en tout, mais il faut nuancer parce que de l'autre côté, les chrétiens de l'Est, ils disent qu'ils se sentent souvent pas compris. Alors on a l'impression qu'on se parle, mais on ne s'entend pas. Et comment sortir de ça peut-être difficile. On peut se parler toujours, mais je crois qu'avant de se parler pour résoudre l'un ou l'autre problème, peut-être il faut se parler de façon un peu plus désintéressée pour se connaître davantage, pour se connaître ses sensibilités, son histoire, ses traditions. Et à ce moment-là, peut-être on va arriver à voir qu'on est sur le même côté et on n'est pas opposé. Alors on va avancer par rapport aux autres défis. Donc un autre défi mis en avant, c'est la solidarité. Je cite encore les évêques de l'Eurégio. L'Union européenne doit privilégier le soutien des personnes en difficulté face au libéralisme financier qui méprise la personne humaine. François-Régis Babinet, c'est comment faire concrètement pour que l'économie ne soit peut-être pas dominée, surdominée par les intérêts financiers et pour que la personne humaine, finalement, soit au centre de l'économie. C'est une vraie question. Alors, c'est une vraie question et c'est une question extrêmement difficile. Concrètement, parce que les grands discours sur, justement, renverser les équilibres, le libéralisme financier contre les personnes, les humains, ne suffisent pas. Moi, concrètement, un de mes jobs, c'est d'écrire et de préparer les textes législatifs et d'aider et de coordonner la négociation. Il y a concrètement une possibilité, ça serait de dire qu'à chaque étape d'une nouvelle loi européenne, on se pose cette question, comment l'homme, la femme qui sera destinataire de cette législation va la recevoir et comment ça va l'aider, ou est-ce que potentiellement ça ne va pas l'aider dans son quotidien. On appelle ça en anglais le mainstreaming, en français donc la politique d'intégration. Ça existe par exemple pour le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes, le combat contre les discriminations en fonction de l'origine, des races, des orientations sexuelles. À chaque moment de la législation, de sa préparation jusqu'à son vote, on doit se poser la question, et c'est écrit dans les lignes directrices, est-ce qu'on va améliorer la situation humaine des uns et des autres, et individuellement. On est 500 millions. 500 millions, ce n'est pas un chiffre, c'est 500 millions fois une personne. Une autre technique beaucoup plus radicale, évidemment, là je m'exprime en mon nom personnel, en tant que fonctionnaire européen, c'est François-Régis Babinet qui s'exprime, mais peut-être tout simplement, l'indicateur majeur du progrès de nos sociétés aujourd'hui dans le monde, c'est le taux de croissance. Le taux de croissance, est-ce qu'il est à même d'identifier et d'aider et de prendre en compte les résultats pour les hommes individuellement. C'est un taux qui est fiable, c'est un chiffre qui est fiable, qui a montré sa force, mais qui a aussi ses limites. Donc on pourrait aussi réfléchir, et il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à ça, à avoir un indicateur du progrès humain ou de l'amélioration de la vie humaine. Ça serait, voilà, c'est un débat très long. Et au niveau européen, en tout cas, ça aurait du sens. Voilà. Perso, est-ce que selon vous, il existe un humanisme spécifiquement européen ? Oui, et il consiste... l'humanisme, c'est un mot sac, on peut y mettre beaucoup de choses, mais pour moi, ça consiste en partage de valeurs
qui sont présents dans la tradition européenne, qui sont d'un côté les moteurs et puis les fruits de la tradition européenne. Par exemple, la dignité de la personne humaine. On va parler, je crois, beaucoup encore aujourd'hui de la dignité de la personne humaine. Et puis la liberté individuelle, la solidarité. Bien, liberté d'un côté, mais de l'autre côté, le droit d'être respecte des droits des autres et l'égalité des natures des hommes, d'où on peut déduire la solidarité. Alors, ce sont les valeurs universelles et qui peuvent fonctionner dans la société multiconvictionnelle, par exemple, parce que pour déduire la solidarité, ce n'est pas nécessairement toujours qu'on doit évoquer Dieu, parce que ça va marcher pour les chrétiens, ça ne va pas marcher pour des autres religions. Mais avec ces valeurs-là, on peut continuer ensemble. Alors justement, ça pose la question des racines de l'Europe, des racines chrétiennes de l'Europe. Là encore, les évêques de l'Eurégio disent que le christianisme a apporté un ciment spirituel entre deux cultures qui étaient au départ antagonistes, la culture latine, culture germanique. Est-ce qu'aujourd'hui, Père Christian, vous pensez que la foi chrétienne peut encore avoir une fonction modératrice dans cette Europe, justement, qui est devenue pluraliste et multiconvictionnelle ? Alors, ma réponse est oui. Et je me retrouve beaucoup plus dans l'image de pont. Et alors, je dirais que la foi est toujours capable à bâtir le pont, même si le monde est devenu beaucoup plus grand. Dans les contextes occidentaux, les évêques ils ont parlé de la culture latine et la culture germanique. Et si on élargit un petit peu, en Europe orientale ou centrale, on va parler de deux poumons de l'Église, celui de l'Est et celui de l'Ouest. On peut élargir encore. On arrive à la société multiculturelle, multiconfessionnelle, même multiconvictionnelle, mais même là avec les valeurs qui présentent la foi chrétienne. Alors, de nouveau, le respect de la personne humaine, ouverture au dialogue, le respect des autres, et on peut créer un espace, sans l'imposer bien sûr, où beaucoup de gens dans cette diversité peuvent se rencontrer ensemble, au moins de temps en temps. Et d'ailleurs, la vie de la chapelle le confirme. Si on fait une célébration écuménique, on a une centaine de personnes et 20 pays, ou 20 nationalités, plusieurs langues. Et si on fait une conférence interreligieuse à la recherche de ce qui nous unit, on a une centaine de personnes et c'est mélangé. Il y a des chrétiens, il y a les musulmans, il y a les juifs. Si on fait, par exemple, les commémorations, c'est assez caractéristique. Si quelqu'un, collègue du Parlement, de la Commission, décède, il y a les collègues qui viennent. Et comme la chapelle, c'est un lieu symbolique, ils viennent souvent à la chapelle. Alors, on a la chapelle pleine. Les chrétiens sont en minorité. Et la plupart des gens ne sont pas chrétiens, mais ils viennent pour honorer la personne. Alors, ils se retrouvent ensemble. Mais voilà. La réponse est oui. Ben voilà, merci pour cette réponse. Alors, François-Régis Babinet, est-ce que pour vous, les religions, en particulier les églises chrétiennes, ont quelque chose à apporter aujourd'hui à l'Europe ? Oui, alors j'imagine que vous n'attendiez pas que je réponde à autre chose, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi. Déjà, sur le message, on entend beaucoup, par exemple, quand le pape François s'exprime sur l'accueil des migrants, les politiques bien implantées disent toujours c'est facile pour lui, il n'est pas en charge d'un peuple, d'un territoire, d'un État, donc il n'est pas confronté à ces contraintes de pragmatisme. Mais heureusement, et je pense que si le pape François n'était pas avec ce message justement un peu radical, un peu fort, il ne ferait pas son boulot. Et l'Union européenne a besoin aujourd'hui absolument de ces messages, de cette, même presque un peu de cette bougie dans la pénombre un peu européenne dans laquelle on est aujourd'hui par rapport à cet accueil des migrants. On a besoin de cette lumière-là qui vient en l'occurrence du pape François. Et puis, je dirais que, donc là c'est un peu sur le fond, mais sur la méthode aussi, je vais oser le parallèle, les religions et l'Europe ont la même méthode. L'un et l'autre invitent l'individu pour la religion et l'État, les États pour l'Europe, à sortir de soi. On n'est pas seul, on ne peut pas seul tout, on n'est pas seul tout. L'individu, l'humilité à laquelle nous invite l'appartenance à une religion, l'appartenance à une communauté religieuse, et
la foi, cette humilité, cette obligation de sortir de soi, c'est exactement la même obligation que les États membres ont, et les États et les individus composant l'Union européenne ont, l'ouverture vers l'autre. Accepter que oui, on voit les choses différemment, oui, nos priorités sont différentes, mais pour avancer ensemble, il faut sortir de soi et s'ouvrir à l'autre. Et cette exposition à l'altérité, je pense que oui, les religions doivent l'apporter tous les jours et nourrir le projet européen, tant ceux qui le construisent au quotidien que tous les citoyens européens. Justement, là, on est quelque part au cœur du projet européen. On parle beaucoup aujourd'hui d'identité, les États où il y a des tendances souverainistes importantes, mais donc ce rapport à l'autre, cette ouverture, c'est fondamental pour la construction européenne. Oui, et l'identité, une fois de plus, ne se nourrit pas du repli. Et les religions, aucune religion n'appelle au repli. L'identité n'a d'utilité que si elle est projetée vers un projet commun. Évidemment, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. C'est très classique comme phrase. Oui. Mais l'identité n'est pleine que quand elle est projetée. Et c'est vraiment le projet de l'Union européenne. Alors, les évêques de l'Eurégio invitent aussi à travailler à la paix, de lutter contre le terrorisme, un autre défi. Ils appellent aussi à respecter la vie humaine à toutes ses étapes. Donc évidemment, là, on est en plein dans une question éthique. Père Christian, en fait, sur cette question-là, on peut dire qu'il y a quand même une divergence importante aujourd'hui entre les sociétés européennes et le message de l'Église par rapport à la vie. Alors je sais, c'est une question vraiment difficile, mais comment faire pour rapprocher le point de vue de l'Église catholique en particulier et le point de vue de nos sociétés aujourd'hui? Oui, c'est pas facile du tout. Et je dirais travailler la conscience, de former la conscience. Et aussi, dans l'espace public, d'essayer de maintenir les dialogues argumentés. Alors d'abord, la position de l'Église sur la vie est claire et doit être claire. Et ce qu'on peut faire dans la société démocratique et la société multiconvictionnelle, on ne peut pas imposer, on peut proposer, on peut argumenter, on peut essayer de convaincre les gens, on peut montrer les valeurs. Mais je crois qu'avant tout, il faut travailler, il faut inspirer des consciences. On peut décréter beaucoup de choses, mais si ça ne vient pas de la conviction, au début de l'Europe, de ce projet commun, ce n'était pas les décrets, c'était des convictions, c'était la passion des gens qui a donné ce fruit-là, qu'on peut continuer ensemble. Alors, travailler la conscience et en plus, je crois, de créer les conditions, d'élargir la perspective, de créer la condition pour de ne pas seulement parler de la protection de la vie, mais parler des conditions que cette vie protégée peut être vécue de façon humaine, de façon digne, et aussi comment faire pour aider, accompagner les gens dans les difficultés. Alors évidemment, un autre défi, on ne peut pas passer à côté, c'est le climat et l'écologie. Et on pourrait dire plus spécifiquement, peut-être du point de vue chrétien, ce que le pape François appelait l'écologie intégrale. François-Régis Babinet, est-ce qu'il est possible d'arriver là aussi à une politique climatique commune dans l'Union européenne ? Oui, il est possible. On a les outils juridiques, puisque les compétences sont là pour l'Union européenne, et on a déjà des succès au niveau de l'Union européenne. Il y a récemment, ont été votées une réduction des émissions de CO2 pour les véhicules de 37,5%. C'est un chiffre un peu précis. Vous imaginez qu'il vient de longs compromis, de longues négociations, mais c'est majeur, c'est important et c'est un vrai succès. Récemment, on a interdit au niveau de l'Union européenne tous les plastiques à usage unique, les touillettes, les sacs plastiques, etc. Il y a un certain nombre de succès très concrets. On n'y est pas. La politique climatique de l'Union européenne, et pour pouvoir rétablir ce dérèglement climatique, demande des efforts bien plus majeurs. Mais la volonté est là, et surtout, les élections européennes récemment ont montré que l'enjeu climatique est évidemment un enjeu européen. Et ça, les Européens, toutes les études et tous les Européens à qui on parle le montrent. Évidemment qu'on ne va pas régler le problème climatique chacun derrière notre frontière. Le CO2 ignore les frontières. Il ne s'arrête pas à la frontière franco-belge. Et les problèmes des océans ignorent les frontières.
Donc, moi, j'ai un vrai espoir et un vrai optimisme sur ce sujet-là. Je crois qu'il y a une prise de conscience à la fois des institutions des États de l'Union européenne, la Commission, le Parlement, des citoyens de l'Union européenne, mais aussi des États qui ont bien compris que sur ce sujet, il va falloir se retrousser les manches ensemble. Donc j'y crois et je crois qu'on va y arriver. Et alors, dernier défi qu'on va aborder aujourd'hui, c'est l'emploi et la démographie. Là aussi, évidemment, un immense sujet. J'ai envie de poser la même question. Est-ce qu'au niveau de l'Union européenne, il y a suffisamment de coordination en termes de politique d'emploi, ou est-ce que vraiment ça dépend essentiellement des États ? Alors, on n'y est pas du tout au niveau de la coordination des politiques d'emploi. Pour l'instant, on a des méthodes, ce qu'on appelle des méthodes ouvertes de coordination. Donc c'est vraiment des discussions entre les États membres pour essayer d'harmoniser un petit peu leur politique d'emploi. Sur certains aspects, ça a du sens. Tout ne doit pas être réglé au niveau de l'Union européenne. Il y a des problématiques individuelles en fonction de certains bassins, bassins industriels, etc. La connaissance de ces bassins nécessite d'être au plus proche du terrain. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même certains outils, par exemple la création d'un salaire minimum européen, ou alors d'un revenu minimum européen, des outils de mobilité professionnelle pour pouvoir se former et travailler à l'étranger. Et là, on n'y est pas encore. Il y a un vrai travail à faire. Ce qui est sûr, en tous les cas, c'est que si on veut harmoniser la coordination des politiques de l'emploi, faire baisser le chômage, ce qui est sûr, c'est que fermer les frontières entre les différents États membres, c'est la dernière des choses à faire. Si on veut prendre en compte les différentes problématiques, c'est sûr qu'il faut travailler ensemble et ne pas fermer les frontières. Eh bien, c'est sur ces paroles-là qu'on va clôturer cette émission. Merci beaucoup à tous les deux, Père Christian, François-Régis Babinet, d'avoir partagé vos compétences et votre témoignage aussi par rapport au projet européen. Chers amis, merci à vous. Je vous remercie particulièrement. Nous arrivons au terme de cette saison d'Il était une fois. J'aurai le plaisir de vous retrouver à la rentrée, mais restez avec nous cet été. Des programmes seront continués à être diffusés aux heures habituelles. Merci encore de votre fidélité et à très bientôt pour une prochaine émission.